Oui, d'ailleurs, une saison, nous, on avait comme partenaire sur les maillots, on avait Europe 1 et Europe 1, c'était la propriété, de monsieur Lagardère et monsieur Lagardère, à l'époque, venait voir les matchs à la Beaujoire, pas régulièrement, mais quand même, plusieurs fois dans la saison et il voulait offrir Michel Platini au FC Nantes. Il voulait payer la venue de Michel Platini, au FC Nantes et Henry, bah, a mis son veto, quoi. Il a mis son veto. Et donc, Platini n'est jamais venu à Nantes. Alors, je pense que si ça s'était fait, je pense qu'à ce moment-là, on aurait peut-être franchi un palier quand même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast des légendes. Tour à tour Rouennais, Nantes puis Rennais, notre invité aujourd'hui est une légende de l'Ouest. Avec les Canaries, son club de cœur, il a disputé plus de 550 matchs en 14 ans, accumulant 4 titres de champion de France, une Coupe de France et 17 sélections chez les Bleus. En équipe de France, il débute en même temps que la génération des Platini, Bossis et Six contre la Tchécoslovaquie en 1976. Mais comme son nom ne l'indique pas, c'est à Mar del Plata que sa carrière internationale a atteint son sommet lors de la Coupe du Monde 78. Solide comme un roc, dur sur l'adversaire, aboyeur parfois envers des coéquipiers, souvent envers les arbitres, il a formé pendant presque 2 décennies un rempart infranchissable. Notre invité aujourd'hui, un autre représentant de l'équipe dont Guillaume, tu es le fanboy numéro 1, c'est Patrice Riot, bien entendu. Bonjour Patrice, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Merci, bonjour. Bonjour. Et effectivement, comme le dit Michel, je suis un énorme fan du FC Nantes et donc de Patrice, bien entendu. Et mets-toi à l'aise, Patrice, et on va revenir avec plaisir sur les grands moments de ta carrière. Oh bah là, je suis installé confortablement, je suis très à l'aise là, hein. Parfait. Parfait. Alors commençons par le commencement. Est-ce que tu peux nous raconter comment est venue pour toi la passion du foot? Ah bah, la passion du football est venue par mon père, puisque mon père a été lui-même un grand footballeur, football club de Rouen, hein, puisque c'était mon club formateur. Il avait même joué la Coupe du monde 38 en France. Donc c'est lui qui m'a mis tout gamin, qui m'a inscrit tout gamin au club du football club de Rouen. Et puis après, bah, en fonction de l'âge, j'ai franchi les étapes, les paliers, et puis bah, je suis arrivé en 69 au niveau de l'équipe première, qui était en première division. Et j'ai tout de suite gardé cette place qu'on m'a accordée. Et puis j'ai fait toute la saison, et cette même saison, j'ai été international espoir, donc c'est allé très très vite. Et D'accord. au cours de cette saison, nous avons donc joué 2 fois le Football Club de Nantes, et on les a battus 2 fois. On est allé les battre à Sopin, donc imaginez-vous, c'était quand même un exploit, hein, quelque part. Et Robert Budzinski, qui s'était reconverti dans la partie technique en tant que directeur sportif, bien m'a un petit peu entre guillemets repéré. Et puis au terme de cette même saison, eh bien j'atterrissais à Nantes. Donc c'est allé très très vite. Ton papa, donc, qui était, comme tu le disais, un ancien international, qui participe à la Coupe du Monde en France en 38. Et comment est-ce qu'il était? Est-ce que c'était bienveillant? Est-ce que tu sentais une pression un peu particulière? Puisque tu devais quand même être le fils de la star dans ton entourage. Comment ça se passait un petit peu de grandir dans l'ombre d'une vedette? En réalité, c'était complètement l'inverse de ce que tu viens de dire. Il venait voir les matchs, mais il était quand même extrêmement critique. Après les matchs, on se voyait et systématiquement, il me faisait des reproches. Jamais Jamais un compliment, toujours des reproches. Alors, À la je française. prenais ça, des fois, je l'avais un petit peu amer, évidemment, mais il y a des fois aussi, j'acceptais les critiques parce que, vu son expérience et sa carrière, il tenait des propos qui étaient quand même très cohérents, quoi, et très intelligents. Donc, j'étais bien obligé de les accepter. Donc la passion du foot, elle est un peu posée, mais est-ce que quand même tu prenais du plaisir à jouer au foot au Ah oui. départ? Ah Oui. oui, oui, oui. Ah oui. Quand j'étais minot, j'adorais le football, c'était une grande passion. Et puis, je prenais un plaisir immense à taper dans le ballon parce que, comme tout gamin, si vous voulez, au début, ce qui les intéresse, c'est de taper dans le ballon. C'est pas de Bien cavaler sûr. sans ballon. Hein, c'est toujours Mhm. l'état de problème. Et comme à Rouen, on avait des éducateurs qui étaient extrêmement performants,
Mais très très vite, ils nous ont donné le goût du football, du jeu collectif, d'un football plutôt bien léché, et ça c'était vraiment très intéressant. Alors j'ai été aidé en cela par évidemment ces éducateurs, mais aussi par mes frères, parce que j'ai une famille de 7 garçons, hein, 7 frères nous étions, Wow. et Ok. mon frère aîné Alain, qui était amateur au football club de Rouen, a joué un certain nombre de matchs avec les pros, tout en étant amateur. Et j'ai un autre frère qui, lui, a été international junior. Donc, j'avais des frangins qui avaient des aptitudes aussi pour le football, hein. Et puis tout ça, ça a créé un amalgame et il y avait une motivation collective dans la famille, quoi. Tu avais 10, 11 ans. Tu étais déjà une star ou... Ah, non, pas du tout. Pas du tout, D'accord. pas du tout. Bah non, déjà j'avais opté parce que par rapport à mes capacités physiques, j'avais opté pour un poste de défenseur. Donc, D'accord, ça veut dire quoi ça? déjà, c'est déjà un peu compliqué déjà au départ. Et D'accord. puis, oui, et derrière ça, les mois et années ont passé. J'ai pris de l'âge, j'ai franchi les étapes des catégories, et puis j'ai atteint le niveau CFA au Football Club de Rouen, et Oui. j'ai joué avec 2 de mes frères. On a Ah été oui. 3 frères à jouer un match de CFA, c'était au Havre, je me rappellerai toujours, avec mon frère aîné, mon frère Francis, qui était donc international junior. Et on a joué tous les 3 dans le même match au Havre. Donc ça, c'est un souvenir qui est très, très, très marquant pour moi, très important. Puis après, bah, j'ai basculé dans le monde professionnel. Donc c'était encore une autre dimension. Ça doit être sympa pour ta maman les jours de lessive après les matchs. Cette garçon. Oui, oui. Bon, elle ne s'en plaignait pas, ma maman, vous savez. Elle était tellement heureuse qu'on joue au foot, qu'on fasse du sport, et qu'en plus, on soit plutôt relativement performant, qu'elle était très heureuse, très contente, hein. Quel contrebalancer un petit peu du coup le côté critique de ton papa avec un côté un peu plus forcément maternel? Ouais. Bah, il me faisait des reproches sur des interventions qu'il estimait que j'avais loupées, ou sur des interventions que j'aurais dû faire et que je n'ai pas fait. Et puis des petites remarques toujours un petit peu piquantes, un petit peu désagréables, mais qui étaient certainement très salutaires. Et il était plus dur avec toi ou il était pareil avec tes frères? Non, c'était surtout moi, parce que moi j'avais, si vous voulez, quand j'ai basculé dans le monde professionnel, le FC Nantes m'a fait signer donc aspirant avant d'être professionnel. Quand j'ai signé professionnel, j'ai signé contre sa volonté. Ah Ah, bon? C'est ça, d'accord. c'est là où était le problème. Lui, il voulait pas que je signe professionnel parce qu'il estimait que j'avais un métier dans les mains. J'avais un CAP, je venais d'obtenir un CAP de plombier chauffagiste, et donc pour lui, j'avais un métier dans les mains. Il estimait que partir dans le football en tant que professionnel, c'était très aléatoire. Et donc, il voulait pas que je bascule dans le monde pro, et je l'ai fait contre sa volonté. Donc ça, évidemment, ça a acheté un petit froid à la maison. Ouais. Mais alors que lui-même était un ancien footballeur Ouais, Ouais, professionnel. c'est intéressant ça. Pas professionnel, mais Ouais. international. international, mais pas professionnel. Ah oui, peut-être pour ça. Il avait peut-être une logique d'international non professionnel et pas de professionnel. Mon frère, il a joué en pro en tant qu'amateur. Il pouvait basculer aussi dans le monde professionnel, et mon père a refusé. Ah Lui, d'accord. il est resté amateur. Oui, d'accord. Donc c'était toi la tête brûlée de la famille en fait, qui n'a pas eu peur de tenir tête à ton papa. Ben, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais pourquoi pas, oui. Ouais. On Et peut Et alors, l'interpréter ainsi. et alors pas de regret de pas avoir d'avoir choisi la carrière de footballeur à celui de plombier chauffagiste, c'est ça? C'est une grosse plaisanterie, ça. Évidemment qu'il y a pas de regret. Parce que D'accord. ça, ouais, j'ai quand même réussi à faire derrière cela une carrière à peu près correcte, quoi, dans ce Oui, ouais, milieu. bien sûr, bien sûr. c'était un peu la blague. Et dis qu'à un moment t'es en CFA, j'imagine que tu viens en CFA, et donc tu bascules dans l'équipe première de Rouen. Est-ce que tu te Oui. souviens comment s'est passé ce basculement? Oui, je me souviens très, très bien. Parce que dans cette équipe première, il y avait donc une charnière centrale composée de 2 garçons qui s'appelaient Sénéchal pour l'un et Gosselin pour l'autre. Et D'accord. puis, l'un des 2 s'est marié. Ça a fait qu'il a loupé un match, et puis c'est moi qui suis rentré à sa place. Et puis après, cette place, bah, je l'ai plus quittée parce que ça s'est très bien passé.
Et puis, j'ai fait toute la saison après dans la foulée. Et puis, dans cette même saison, j'ai été international espoir. Donc, c'est allé vraiment très, très vite, quoi. Juste Et, pour résumer, Patrice, t'es dans l'équipe CFA. oui, Rouen est en première division à ce moment-là. oui, Ton collègue se marie, tu prends sa place et après tu prends pas sa place uniquement parce qu'il se marie, mais toute la saison. ah oui, c'est ça, absolument, absolument, exactement ça. Ouais. Et dans le vestiaire, t'es accepté avec bienveillance? Un bizutage, c'est bienveillant? Non, 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 ça s'est passé vraiment avec bienveillance parce que il y avait quand même pas mal de garçons de ma génération, hein, qui étaient dans l'équipe première. Donc, on D'accord. était tous du même âge ou quasiment. Et donc, on se connaissait déjà depuis pas mal de saisons dans les catégories beaucoup plus jeunes. Et donc, quand j'ai franchi l'étape pro, eh bien, en définitive, ça s'est merveilleusement bien passé, quoi. Et c'est à quel moment que ton papa se rend compte que finalement, tu as fait le bon choix? Ah, il me l'a jamais dit. Il me l'a jamais dit. Ouais. Et ça a été pareil, parce que c'est drôle parce que dans cette même saison, donc j'étais international espoir, mais après, j'ai accédé aussi à l'équipe de France A. Et Mm. quand on jouait avec l'équipe de France A au Parc des Princes, mon père est venu voir la rencontre, mais on n'a pas eu trop l'occasion de se voir après, donc il n'y avait pas beaucoup de commentaires à faire. Mais je pense que ça aurait été la même chose. Ça aurait été le même cheminement, les commentaires Critique dans les pendant 10 reproches. minutes. Ouais, ouais, mais c'est comme ça, c'était son tempérament, c'était son caractère. C'était quelqu'un de perfectionniste. Et puis, donc, il estimait aussi avoir un peu raison dans les commentaires qu'il me faisait, quoi. Et toi, tu continuais à être respectueux envers ces commentaires ou il y a un moment où tu dis, bon, bah, ça va, maintenant, je pense que Non, non, j'ai dépassé le père. non, non, je n'ai jamais rouspété. J'ai toujours accepté les commentaires qu'il me faisait. Parce que j'estimais aussi que sur le fond, il y avait aussi du vrai, quoi. Hein. Vraisemblablement, il disait pas ça pour m'embêter. C'était vraiment pour me faire avancer qu'il exprimait cela. Et puis, bah, je l'ai toujours bien pris globalement. Ton père était attaquant, toi tu étais défenseur. Est-ce que ça Oui, changeait quelque chose, le fait que toi tu sois défenseur et que lui soit attaquant dans ses commentaires ou dans ses noms? non, pas du tout, pas du tout. Ok. Mais on se voyait très peu après les matchs parce que moi, j'étais autonome, j'avais un appartement. Et puis je repassais juste après les matchs voir mon papa au domicile de la famille. Mais Mm. c'était des commentaires très brefs, hein, ça durait 10 minutes, un quart d'heure, hein, pas plus que ça. Hein. Donc D'accord. c'est pas succinct. Donc en parallèle, tu travaillais ou pas au début à Rouen? C'est-à-dire que où Ah oui, t'avais, oui, oui, bien sûr. Je travaillais dans la plomberie, chauffage. Je travaillais dans une entreprise. Et puis j'allais sur les chantiers très régulièrement. Et puis j'ai commencé à gagner ma vie comme ça. Et c'est à quel moment que tu deviens uniquement centré sur le foot? Bah, en 69, quand la saison démarre 69-70, c'est à ce moment-là que bah, ça bascule pour moi, puisque c'est en tout début de saison, dès les tout premiers matchs, que j'ai pris le poste. Et puis après, c'est parti, quoi. là, par exemple, si j'ai un petit problème de chauffage, tu es capable un peu de le régler là. Si je, Oui, enfin, oui, oui, si tu veux, oui. Dans ma parce que boîte à outils, je te rejoins. j'ai une petite maison au Pouliguen que tu connais sans doute. Donc, Oui. voilà. Il y a toujours des petits problèmes de chauffage. Donc, ok, Ah, bah, moi, j'ai un t'as un petit, chantier à faire. Ah, d'accord. Bah, il a toute une équipe hein, qui s'occupe de lui. Il y a Loïc Amis qui va faire la peinture. ouais. Je- C'est vrai. Et Alain Giresse, la charpente. Bon, voilà. ouais. Mais bon, Bah, Giras, il a pas accepté, mais Loïc était chaud pour le faire. Ouais. Bon, il était Ouais. cher, hein, ceci dit, mais. tu vas voir, pour pas cher, tu vas voir. Ouais. D'accord. Et donc, était pas trop dur d'enchaîner ton travail de chauffagiste, plombier et les matchs au départ quand tu étais en CFA ou ça se passait bien? Non, 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 ça se passait très bien, non, non. Alors attends, je vais même te raconter quelque chose. L'entreprise pour laquelle je travaillais avait une équipe corporative, donc ils jouaient tous les samedis, et je jouais moi avec l'équipe corpo de l'entreprise, et je rejouais avec l'équipe de CFA. Le même Ah, jour? ah oui, non, non, pas le même jour, le lendemain, le lendemain. Oui, Le voilà, quand samedi, même. la corpo, et le dimanche, la compétition avec Rouen. Rouen Mais CFA au départ, effectivement. j'étais un peu foufou hein, quand même. Mais Tu dois avoir une sacrée condition physique, ouais. Ouais. exactement parce que effectivement, il fallait avoir le coffre. Mais
C'était quoi les grandes qualités de Patrice Riot en 1969? En 1969, j'estimais être un bon tacleur, D'accord. avoir un jeu de tête plutôt dans la bonne moyenne, et quelques saisons plus tard, j'estimais avoir vraiment l'un des meilleurs jeux de tête du football français. Ça, c'était ma grosse qualité. Les tacles, comme j'ai commencé la carrière avec cette capacité de tacleur, bah ça, on ne le perd pas. Par contre, là D'accord. où j'ai appris après, c'est sur un plan technique, parce que bon, ma technique, pour être très, très sincère, elle était un petit peu ruste. Un petit peu. Mais compensé par une bonne vision du jeu. Voilà. Oui, oui, oui. Enfin bon, si tu veux, la relance, c'est ce que les entraîneurs m'ont toujours dit, hein, et c'est surtout cette remarque que m'a fait un jour Michel Hidalgo en équipe de France. Il m'a dit que moi, je te sélectionne parce que tu es très bon sur l'homme, parce que tu es très bon de la tête, parce que tu es un bon tacleur. Mais une fois que tu as récupéré le ballon, au milieu de terrain, il y a des gens qui sont meilleurs que toi. Donc, tu leur Mmh. donnes le ballon, tout simplement. Voilà, je l'ai accepté, mais alors, j'estimais que mais c'est justifié. C'était tout à fait normal. Avec des remarques comme ça, quand on écoute et qu'on le prend bien, on peut que progresser. On ne peut qu'avancer. Non, Et c'est puis de très toute clair. façon, ça devait être une remarque plus gentille que ton père de toutes les façons. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Donc, au final. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter ce premier match où donc tu remplaces ton coéquipier au pied levé? J'étais conscient d'avoir fait, pour mon premier match, j'étais conscient d'avoir fait un match tout à fait correct, voire plutôt bon. En plus, c'est un match qu'on avait gagné. Je me souviens plus contre qui, hein. Alors là, l'équipe adverse. Et puis, bon, ce match s'était donc très, très bien passé. Et puis, tu sais, c'est toujours pareil. Quand tu démarres bien quelque chose, tu es content de toi, et après tu étais sur une bonne lancée, tu vois? Tu as bien démarré. Mais l'inverse est vrai aussi, hein. Si tu loupes le premier match, peut-être que le second, d'abord, tu ne le joues pas, et peut-être que le second sera aussi encore plus mauvais, tu vois? Ou peut-être Mmh. meilleur, j'en sais rien. En l'occurrence, le premier match était très bien passé, et ceux qui ont suivi également. Pendant cette saison, tu fais aussi la coupe des villes de foire. Oui, oui. Est-ce que tu peux nous raconter pour nos jeunes auditeurs ce que c'est que la coupe des villes de foire et quelles sont les villes que tu as dû affronter pendant cette. Et est-ce qu'il fallait être un forain pour y participer? Non, 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 mais pour répondre à la première question, les clubs que nous avons joués en ville de foire. Alors, je me souviens du dernier club qui nous a éliminés, parce que ça, c'était quand même un club terriblement marquant, c'était Arsenal. Ah oui, d'accord. Allez, donc, C'est bien. on s'est fait sortir par Arsenal sur un match aller-retour. Et puis, je crois qu'on avait dû perdre 1-0 en plus. Donc, ça reste un souvenir, Exactement. un très bon. 0-0 à l'aller, 1-0 au Oui, retour, ouais. ouais, c'est ça, hein. Ça reste un bon souvenir, mais en même temps, on était très déçus aussi parce qu'on n'était pas passé loin de la qualif, quoi. On avait sur ces 2 matchs un super gardien qui s'appelait Rigoni. C'était un magnifique gardien. Il avait fait un match en Angleterre, mais comme j'ai rarement vu. C'est aussi grâce à ça qu'on avait perdu que 1-0, hein. Il avait été absolument formidable. Mais ça a été une bonne période. Avant Arsenal, le tour d'avant, par qui on a sorti? Qui on a Ah ouais, je peux te le dire, c'est Charleroi. Les Belges de Charleroi, Charleroi. oui, oui, Après un match nul, un oui, 3-3. oui, et le tour précédent encore, c'était Ah, contre je eux? peux te Tu dire l'as pas? aussi également. Si, si, bien sûr, c'était contre Twente. Twente, Et ouais. l'équipe néerlandaise de Twente. Ah oui, les Hollandais de Twente. Oui, 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 absolument. Ouais, bah, ça y est, tu as rafraîchi ma mémoire là, oui, ouais, ouais. Notre Ça, stagiaire a fait du bon travail, Alexandra. On te salue. ouais. Ouais. Exactement donc et donc est-ce que c'était pas les premières fois que tu allais à l'étranger quand tu allais à visiter la coupe des villes de Oui, oui, oui. foire? Oui, oui, absolument, absolument. Oui, oui, c'était les premières occasions, d'aller à l'étranger. Bah, à part les vacances, hein, je parle pas des vacances, Oui. hein, évidemment. Mais pour mon activité, aller à l'étranger, c'était les premières fois, oui. Et du coup, vous étiez pas trop distrait par les fêtes foraines? Vous avez réussi à rester focus sur les matchs? Ah oui, non, non, là, c'est les matchs, on avait que ça en tête, hein, évidemment. Bon, comme D'accord. c'était, quand même de la coupe d'Europe, hein, donc on était extrêmement concentrés. On s'appliquait bien sûr pour,
essayer de faire le meilleur match possible, comme vous pouvez l'imaginer. Et justement, c'est Arsenal qui, au final, a gagné la compétition. Oui, exact, exact. Avec Nantes, on a fait la Coupe d'Europe aussi, la Coupe des vainqueurs L'année des vainqueurs. d'après. Ouais, l'année d'après. Et on se fait sortir en demi-finale par Valence en 80, et Valence qui gagne la compétition juste derrière, quoi. Donc c'était une demi-finale. Donc ça aussi, ça a été un bon souvenir. Et c'est là où ça me fait repenser au manque qu'il y avait dans l'équipe. Alors là, on a basculé sur Nantes, là, hein. On est Ouais, carrément mais sur il n'y Nantes. a pas de problème, pas de problème. Bon, il y avait aussi en face, il y avait un super attaquant qui s'appelait Kempes, Oui. à Lens, qui a été un énorme joueur et qui nous a fait quelques misères quand même sur les 2 matchs. Et Aussi en puis 78, ouais. ouais, c'est ça. Et puis ils ont gagné la compétition, quoi. Ils étaient vraiment très, très forts. Alors justement, on parle de Nantes. Donc tu fais une saison en Division 1 super pleine avec 6 matchs de Coupe d'Europe avec Rouen. Qu'est-ce qui te décide à partir à Nantes? C'est pas moi qui décide, parce que moi, je Ouais. venais de signer un contrat pro, donc un premier contrat pro de 4 ans. Et puis, comme je te l'expliquais tout à l'heure, quand on a joué 2 fois Nantes, eh bien, Robert Budzinski m'a repéré sur ces 2 matchs. Et puis, c'est lui qui a tout de suite, en fin de saison, est venu me chercher. Il y avait aussi le problème du Football Club de Rouen qui avait des difficultés financières. Donc, il devait se dégager de 2-3 jeunes qui avaient une certaine valeur financière. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Nantes en 70. Et d'ailleurs, Rouen, du fait de ses problèmes financiers, est administrativement rétrogradé en Division 2, en fait. Absolument, absolument, ouais, ouais. Et je les avais quittés à ce moment-là. Et donc, on te demande pas trop ton avis. Enfin, en tout cas, on te demande, ouais, pas trop ton avis. Au départ, ton sentiment d'aller à Nantes, il est plutôt positif ou Alors, tu- ouais, il est positif parce que bon, déjà Nantes avait une image et une cote dans le football français qui était quand même déjà très importante, hein. Puis ils avaient déjà une réputation, ils avaient déjà gagné, qu'est-ce qu'ils avaient gagné? La Coupe de France déjà une fois Oui, avant 70, puis un championnat, je crois. Ils avaient été titrés en 66 aussi, oui, je me 2 fois, souviens. je crois. Aussi. Oui, 2 fois, oui, 2 fois. Donc c'était un club qui avait déjà un palmarès, quoi, évidemment. Alors, atterrir chez eux, pour moi, c'était une référence, quoi. Même si j'ai pas vraiment choisi, hein. Ce sont les D'accord. 2 clubs qui se sont mis d'accord et puis je suis parti là-bas. Quand ils décident de te vendre, il y avait d'autres clubs qui te voulaient? Oui, oui, absolument. Absolument. J'ai failli signer à Metz Ah parce ouais. que le FC Metz avait contacté le club et puis j'ai rencontré Henri, le président de la brasserie de la Gare à Metz et j'étais sur le point de signer. Ah oui. J'étais sur le point de signer. Ouais. Et puis au dernier moment, alors là, ça, c'est un truc que je n'expliquerai jamais. Et j'ai jamais posé la question. Malheureusement, il est plus là pour y répondre, à Robert Budzinski. Mais donc, j'ai eu un coup de téléphone quand on était à la brasserie de la Gare. J'ai eu un coup de téléphone et c'était Robert Budzinski. Et je ne sais pas comment il a fait pour me retrouver d'ailleurs et puis me joindre. Mais il me dit, écoute, À l'époque, on n'a pas de portable, hein. non, À l'époque, on n'a pas de portable. Donc, il t'appelle vraiment au café lui-même, quoi, au restaurant lui-même. non, absolument. Ouais. Bien. Et surtout, ne signe pas à Metz. Moi, nous, on te propose quelque chose. Tu viens demain à Nantes. Aussitôt, le lendemain, j'ai pris ma voiture, puis je suis allé à Nantes. Puis j'ai signé à Nantes. Alors, Du j'avais coup, Metz, vraiment. Nantes. Ouais. Ouais. Les mecs de Metz, ils devaient être pas très contents. Non, bah, non, non, bah, j'avais rien signé non plus, hein. J'avais pas non plus donné d'accord, hein. Ah d'accord, tu Euh, allais juste donc, on était en négociation, on était en discussion. Non, ok, d'accord. Tu n'avais pas Non, signé le contrat quand quelqu'un t'appelle en disant, on demande est-ce qu'il y a un Patrice Rio dans la salle? non, 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 mais D'accord. avec Carlo Molinari, comme c'est quelqu'un que je connaissais un tout petit peu, pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et d'ailleurs, on s'est retrouvés dans les saisons qui ont suivi derrière. On s'appréciait énormément l'un l'autre parce que, je sais pas, j'aimais bien ce monsieur. J'aimais Ouais. beaucoup. Et, et je trouvais il faisait un super boulot pour le club de Metz. Non, il y a jamais eu d'animosité entre nous deux parce que je n'avais pas signé à Metz. Franchement pas, hein. On D'accord. En s'envoyait revanche, on se saluait, on discutait ensemble. Ouais, il était adorable, ce monsieur, adorable. mais en revanche, si Robert t'appelle pas, Ah, je signe à Metz.
Mais le jour même au café ou t'aurais attendu le soir? Voilà, oui. J'aurais signé ce jour-là. Ouais. Ah, t'aurais signé ce jour-là, ouais. Ah oui, Et, oui, oui. et le FC Metz aurait 4 titres de champion de France aujourd'hui. Tu vois, comme quoi l'histoire. Il passait à pas grand-chose quand même, hein. Là, franchement, tu m'accordes trop de crédit, là, hein, trop de crédit. Donc tu prends tes bagages, tu Ouais. prends tes affaires et tu arrives à Nantes, en fait, comment tu te loges? Enfin, tu prends un appart ou comment ça se passe? Non, 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 je vais directement au secrétariat du FC Nantes, rue Bertrand D'accord. Gélin, en plein cœur de Nantes. Je vois monsieur Fontenot et Oui. puis les dirigeants qui l'accompagnaient. Et puis, bah, je signe un contrat, tout simplement. Les conditions financières me convenaient. Elles étaient. On va pas faire un comparatif avec aujourd'hui parce que Non, bien ça, sûr. ça serait tellement ridicule. Mais ça me convenait. Et puis donc, j'ai décidé de signer. Aussitôt, bah, après, je suis retourné bien sûr à Rouen parce qu'il fallait que je fasse un petit déménagement malgré tout. Et Bah, puis il fallait que après, tu récupères tes affaires de plomberie. oui, oui. Ouais, je récupère ma boîte à outils. Ouais, ouais, c'est ça. Et à ce moment-là, tu travailles plus dans la plomberie. C'est fini, là. Là, t'es pro. Ah bah non, après, t'es pro à 100%, hein. Tu D'accord. consacres ton temps à l'activité, hein, évidemment. Mais alors, du coup, quand t'arrivais dans la douche, dans les vestiaires, est-ce que tu avais l'œil professionnel? Tu voyais si les peintures étaient bien faites, si les tuyaux étaient bien imbriqués, tout ça? Est-ce que tu avais l'œil un peu critique ou pas du tout? Non, non, je me suis pas vraiment intéressé à ça, tu vois. D'accord. J'avais, j'avais le regard porté vers autre chose. D'accord. Davantage de terrain, et puis les gens avec qui j'allais, enfin, j'ai pensé pouvoir jouer. Parce que, Ouais. pas parce qu'il y a Nantes que tu vas jouer, hein. C'est toujours D'accord. pareil, hein. Faut que tu démontres ta valeur et tous les jours à l'entraînement. C'est pas uniquement sur un match, hein. Donc, Et bah, justement, quand tu arrives dans les premiers entraînements à Nantes, est-ce qu'il y a quelque chose ça paraît très loin de Rouen ou c'est à peu près la même chose? Il y a une grande différence par rapport à ce que tu as connu à Rouen? oui, enfin, pas vraiment, non, à vrai dire. À Non, non. Ok. l'époque, à l'époque, il y avait donc pas de centre de formation. Le club n'était propriétaire de rien. Et donc, tous les matins, quand on allait s'entraîner, on venait avec notre sac, les survêtements et maillots dedans, et puis les chaussures. Et on changeait de stade comme ça très régulièrement. Un jour, c'était le parc de Procel, le lendemain, c'était le Grand Bleutrot, le surlendemain, c'était ailleurs. Il n'y avait pas de structure, il n'y avait rien du tout à l'époque. D'accord. Donc, après, c'est venu assez rapidement, puisqu'on a inauguré la Genelière en 78. Mais avant cela, je vous promets que c'était pas très sympa sur le fond, parce qu'il n'y avait pas d'installation performante, quoi. Et l'entraîneur de l'équipe première à ce moment-là, c'est Jean-Vincent déjà? Ou Non, c'est Monsieur Arribas? Monsieur Arribas, bien sûr. Monsieur Arribas, le créateur du football à la nantaise. Ce grand monsieur, grand monsieur. Beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait et ce qu'il a donné au club. Est-ce que tu peux nous le décrire un petit peu pour les plus jeunes ignorants qui ne le connaissent pas encore? Globalement, les séances d'entraînement reposaient beaucoup, beaucoup sur de l'école de football. C'était tous les jours de l'école de foot, alors que nous étions D'accord. déjà pros. Mais on apprenait tous les jours par sa façon de nous faire travailler, sa façon de penser le football. Et on avait des séances qui étaient extrêmement variées, très différentes chaque jour. Et donc, c'était vraiment très intéressant. Et puis, on sentait, nous les joueurs, on sentait qu'on progressait, qu'on avançait, que les lacunes qui étaient les nôtres, on arrivait petit à petit à les corriger par le travail, par l'écoute et par le travail. Et ça, c'était vraiment très intéressant. Et j'ai connu ça après, plus tard, avec Jean-Claude Suedo, également, qui était un adepte, bien sûr, de José Arribas, mais avec des touches encore un peu plus personnelles. Et donc, c'était le même scénario. Des séances très variées, très intéressantes, jamais les mêmes. Progressait, on avançait avec ce travail-là. Et c'était magnifique. Et donc, tu avouais toi-même que toi, la technique n'était pas ton point fort. Donc, tu arrives quand même à Nantes où la technique est quand même une des caractéristiques principales du jeu à la Ouais. nantaise en tout cas. Donc, comment est-ce que toi, tu t'adaptes à ça?
Je comprends vite que si je ne travaille pas ma technique, eh bien, je ne jouerai plus, quoi. Et ça très vite, je l'ai compris. Donc, je me suis mis à bosser, à bosser, à bosser, à faire mon autocritique quand c'était nécessaire, et puis à corriger les erreurs que je pouvais commettre, soit au quotidien, soit dans les matchs. Et comme même si je commettais une erreur, on me refaisait confiance le match d'après, j'évitais surtout de commettre à nouveau la même erreur, quoi. Ouais. Mais ça, il fallait l'analyser puis le corriger dans le travail. C'est ce que j'ai toujours fait. Alors Max Possis nous racontait combien les différents entraîneurs pouvaient être différents dans leur approche. Jean-Vincent était un peu plus, c'était un peu le papa, on va dire. Suodo, par contre, il pouvait être incisif comme une lame dans ses critiques et pouvait à la limite paralyser des joueurs qui n'étaient peut-être pas aussi solides mentalement. Comment est-ce que tu gères, toi, les critiques de Suodo qui justement peuvent être très très dures? Pour être très sincère, Coco, parce que nous, familièrement, on l'appelait Coco. Coco m'a rarement fait de violentes critiques, très rarement. C'est parce que comme je te l'expliquais précédemment, comme j'ai essayé de me corriger au fil du temps, donc j'ai progressé. Et puis, il avait de moins en moins de choses à me reprocher, parce que je faisais des bons matchs et puis je commettais de moins en moins d'erreurs techniques, voire, je dis pas, à la fin, je commettais pas du tout, mais j'avais quand même énormément progressé. Et Coco, non, globalement, lui, malgré ce que l'on peut penser, il me faisait quelquefois des compliments. Vous voyez? Ah bon? Ah oui, 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 non, non, mais c'est très sincère, hein. Il me Mmh. faisait des compliments, tout autant que Budzinski d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait le duo avec Bud, qui était absolument exceptionnel. Bud, moi, j'ai eu une admiration sans borne pour lui, et malheureusement, il est parti, c'est bien dommage. Mais c'était un technicien hors pair, hors pair. C'est lui qui a fait le FC Nantes, hein, Robert Budzinski. En termes d'installation, en termes de structure, en termes de qualité du groupe. Quand on allait jouer une équipe en Coupe d'Europe, il allait la superviser. Il nous faisait un rapport qui était absolument passionnant. On avait déjà joué le match avant de le jouer. Il était exceptionnel, cet homme. Par rapport à Jean-Vincent, que tu as eu aussi comme entraîneur, c'était quoi la différence entre Coco Suedo et Arribas qui sont très liés et Jean-Vincent qui avait un autre type de management? Alors, je vais vous faire une confidence. Je vais vous faire une confidence avec Jean-Vincent. C'était un homme extrêmement sympathique, très, très convivial, mais alors il reposait essentiellement son travail sur le physique, que sur le physique. D'accord. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'une saison avec lui, la saison se passait pas bien. On était 7e ou 8e, et pour nous, on n'était pas habitués à être si bas, hein, dans le classement, hein. Nous, les joueurs, avec Henri Michel, bien sûr, le capitaine, on est allé s'isoler, uniquement le groupe joueur, hein. On est allé s'isoler sur la côte, faire un déjeuner. À cette occasion, on a décidé de se reprendre en main. On a tous décidé, on revient aux fondamentaux, ce qu'on connaît très très bien. C'est pas qu'on n'écoute plus ce qu'ils voulaient nous faire faire, mais on squeeze un certain nombre de choses et on revient aux fondamentaux. Et en fin de saison, on a fini la saison, on était second. Donc c'est pour vous dire la Mmh. différence, comme quoi l'impact d'un entraîneur, il est quand même extrêmement important, hein, sur le rendement d'une équipe. Et Jean-Vincent, par ailleurs, il était adorable, on l'appréciait énormément. Il était vraiment très sympa. Mais par contre, sa façon de penser le football était pas celle que nous on connaissait depuis de nombreuses années, quoi. Donc Mmh. là, il y a eu une période un peu sombre là. Et il est au courant de cette, alors c'est pas une mutinerie, mais de ce plan B en tout cas? Oui, 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 il l'a vit dessus, hein. Bon, sur l'instant, évidemment, on lui a pas dit qu'on allait faire ça. Mais après, bon, il a eu vent, évidemment. Ça peut pas se cacher. Et bon, mais il n'a jamais fait de remarques sur le sujet, hein. Jamais, jamais. Il en a profité, il en a bénéficié. Oui, Donc, qu'ils ont terminé 2e, à la fin de la oui, saison. Oui, c'est que ça s'est pas trop mal goupillé. oui, il aurait eu tort de se plaindre, quoi. Et alors, tu en parles un petit peu d'Henri Michel, qui pour nous est un peu une légende sur ce podcast. Tous les Ouais. joueurs qui ont joué avec lui ou sous ses ordres quand il était capitaine ont une admiration sans borne. Ceux qui l'ont côtoyé en équipe de France vantent ses capacités de fêtard incroyables, capable de sortir jusqu'à 6 heures du matin et ensuite d'arriver à 7 heures à l'entraînement
et de mener les entraînements, de mener le jogging et être plus en forme encore que ceux qui ont eu 12 heures de sommeil. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes souvenirs, peut-être un peu personnels avec Henri Michel? Bah, nous, on était très, très proches évidemment, hein, puisqu'on habitait d'ailleurs à quelques kilomètres d'écart et puis, alors, c'était l'époque au FC Nantes où, on avait un noyau joueur qui était quasiment le même chaque saison. Simplement, on avait la peur d'un étranger, mais qui amenait une plus-value à lui seul. Qu'on avait un groupe qui était, génial en termes d'ambiance. Les femmes se côtoyaient également, se fréquentaient beaucoup. Nous aussi, on se recevait en début de semaine quand le match était le samedi pour un dîner, amical, donc on ne faisait que, soigner sans cesse l'ambiance du groupe. Et ça, c'est à chaque fois, on retrouvait ça sur le terrain. Et Henri était un leader incontestable dans ce domaine. Bon, tu expliquais qu'Henri était un fêtard. Bon, bah, on a tous, après les matchs, mangé au restaurant et puis fait un tour en boîte de nuit, hein. Mais Henri, comme tu dis, c'était une santé hors pair, hors norme. Ben, le lendemain, il était le premier, il était en tête pour mener le train. Mais c'était sa composition, sa constitution, il était comme ça, hein. C'était un athlète, hein, un véritable athlète, et c'était un homme remarquable en termes de copains, quoi. Et comment tu expliques que en équipe de France, Henri Michel, qui avait tout pour, enfin, qui a cartonné, il a gagné tout ce qui était possible de gagner à Nantes, c'est vraiment une légende, capitaine. Comment expliques-tu qu'il était moins rayonnant en équipe de France? Bah, parce que le niveau était encore une marche supplémentaire, autour de lui, il y avait aussi des joueurs qui avaient une valeur aussi très importante. Et donc, s'exprimer dans une équipe nationale et faire la différence quand on joue au milieu de terrain, c'est pas si simple que ça. J'en connais pas beaucoup, hein. Je connais pas beaucoup qui sont brillants dans leur club et qui sont aussi brillants en équipe dans leur équipe nationale. Je connais pas des masses parce qu'au de toi, il y a aussi des références, il y a des valeurs et que, bah, même si le ballon, passe par l'organisateur et Henri en faisait partie, c'est peut-être un petit peu insuffisant pour qu'il s'exprime réellement, pour qu'il donne le meilleur de lui-même. Et moi, j'explique comme ça. Alors, je suis peut-être à côté de la plaque, hein, j'en sais rien, mais j'ai eu cette impression. D'accord. Parce que nous, l'impression qu'on a, et on va évidemment parler de 78, et c'est l'impression extérieure, hein, et donc si tu pas d'accord, évidemment, n'hésite pas à nous le dire, c'est qu'il y avait un peu une bataille d'ego entre lui et Platini, lors de 78, et que Hidalgo a plutôt penché vers Platini et que du coup, c'est un peu comme ça que la page en Michel s'est tournée en équipe de France, en tout cas. Alors, ce que tu dis là, c'est la vérité. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Je suis en phase avec toi là-dessus. Mais Henri, d'ailleurs, une saison, nous, on avait comme partenaire sur les maillots, on avait Europe 1. Et Europe 1, c'était la propriété de Monsieur Lagardère. Et Monsieur Lagardère, à l'époque, venait voir les matchs à la Beaujoire, pas régulièrement, mais quand même plusieurs fois dans la saison. Et il voulait offrir Michel Platini au FC Nantes. Il voulait payer la venue de Michel Platini au FC Nantes. Et Henri, bah, a mis son veto, quoi. Il a mis son veto. Et donc, Platini n'est jamais venu à Nantes. Alors, je pense que si ça s'était fait, je pense qu'à ce moment-là, on aurait peut-être franchi un palier quand même. Euh, ouais. Mais bon, Avant qu'il signe à Saint-Étienne? oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, oui. Et après, on ne le saura jamais, évidemment, hein, si l'avenue de Platini aurait changé la donne. Ça, on le saura jamais. Mais j'aurais bien voulu l'expérimenter Oui, quand même. ouais, Ah ça oui, c'est sûr. aurait été explosif, hein, ça aurait été explosif, ça c'est sûr. Ouais, ouais, ça, certainement, oui, oui, oui. Bah oui, après, il y a les égos hein, qui sont là, qui interviennent, malheureusement, hein. Et quelquefois, c'est au détriment de l'équipe ou d'un groupe. Bah, c'est souvent aussi là où les sélectionneurs peuvent montrer leurs compétences. Il y a des sélectionneurs qui sont d'incroyables tacticiens, mais qui ont peut-être un peu plus de mal avec la gestion d'ego, et d'autres qui arrivent un peu mieux à le faire. Alors, Ouais. peut-être qu'on aura ton ressenti sur comment Hidalgo gérait justement les hommes.
Bah, moi, bon, j'ai quand même fait quelques sélections. Bon, puis après, il y a eu le mondial en Argentine. Donc, on a passé quand même pas mal d'heures ensemble à discuter. Je trouvais qu'il était très intéressant dans la gestion de l'humain parce que il avait toujours un timbre de voix qui était identique. Jamais sa voix montait, jamais sa voix était basse. Il trouvait toujours les bons mots, les mots qu'il fallait pour dire les choses, mais les dire vraiment à un joueur, mais sans vraiment être agressif, quoi. Hein, vous avez des entraîneurs qui sont mécontents d'un joueur, ils vont taper sur la table, ils vont se casser la main, parce que j'ai connu ça, et puis ils agressent les joueurs. Et ça les joueurs n'apprécient pas. Ça, ils n'aiment pas ça. Et les aboyeurs, en général, ce sont pas les meilleurs. Enfin, je crois pas. Hein. Mmh. Parce que, avec le recul, mon expérience, franchement, les gens qui aboient, sont pas les gens qui obtiennent des résultats. Pour revenir justement à ton début de carrière, à Nantes, il y a un Ouais, côté un peu paradoxal, c'est-à-dire que au début, tu t'installes à Nantes, c'est-à-dire ouais, que tu es titulaire et puis tu as une saison un peu de moins bien, en tout cas, en termes de matchs joués qui est, la saison, 72-73 où ta ouais, place enfin, tu perds ta place et ouais. là, ce qui est paradoxal, c'est que c'est là où Nantes est champion et au contraire, après cette saison, alors là, tu deviens un titulaire, indiscutable, chaque année. Ouais. Comment t'expliques ce côté, d'abord titulaire, ensuite petit passage, un peu difficile et après, voilà, l'installation, plus d'une légende, quoi? Alors, bah, moi, je l'explique par le fait que je croyais certainement au quotidien bien faire, mais en réalité, j'ai dû relever un peu la garde et j'ai commencé à passer un petit peu à côté. Et Bernard D'accord. Gardon, qui était dans le groupe derrière, lui bossait comme un malade aussi à l'entraînement pour gagner le poste et il l'a obtenu, ce qui était légitime, évidemment. Il a fini toute la saison. Et puis moi, j'ai à nouveau compris qu'il fallait que je me remette en cause, qu'il y avait D'accord. rien d'acquis. Et c'est comme ça, par le travail, par la remise en cause, que je suis revenu petit à petit, et j'ai récupéré la place que je n'ai plus quittée après, comme tu l'expliquais Mmh. à l'instant. Mmh. Est-ce que tu vrilles un peu du coup, comme tu es un peu pour la première fois loin de, enfin pas très loin, mais quand même un peu loin du cocon familial, un peu loin des frères? Est-ce que du coup tu dégoupilles un petit peu, tu te relâches, tu fais un peu la belle Non, perse, non? non, c'est pas le manque de ma famille qui était à 400 kilomètres, que je voyais très peu. C'est pas ça, mais je crois que c'est inconsciemment que ça s'est fait, vraiment inconsciemment. J'ai dû relâcher un peu le travail, les efforts. J'ai peut-être été peut-être un peu sérieux sans trop me rendre compte. Et puis, bah voilà, c'est comme ça qu'on perd très vite sa place. Hein. J'en ai fait les frais. J'ai réagi, j'ai rebossé et puis c'est revenu. Par rapport à Rouen, tu sens une différence d'intensité? Est-ce que tu vois vraiment que le club est destiné vers de grandes choses? Non, ça je le ressens pas vraiment. Par contre, le constat que j'ai très rapidement fait, c'est que dans les séances d'entraînement, le travail était 10 fois plus intéressant, quoi. À Rouen, on avait un entraîneur qui était un homme âgé, qui s'appelait André Gérard. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'était un homme qui voyait le football avec trop de recul, quoi. Il voyait pas le football moderne arriver, pas du tout. Donc quand je suis arrivé à Nantes et puis qu'Arribas a commencé à mettre en place ces fameuses séances d'entraînement passionnantes, bah moi j'ai accroché tout de suite, quoi. J'ai accroché tout de suite. Et là, ça fait une grande différence quand même entre Rouen et Nantes. Hein. C'était palpable. Hein. Et puis il y avait à Nantes à ce moment-là, c'était la saison 70-71, donc il y avait les que grands anciens qui jouaient encore. Et moi, j'ai joué avec Gondé, j'ai joué avec Michel, avec Blanchet, donc des grands anciens. Hein. Une saison ou deux plus tard, après, il y a eu Roger Lemaire qui est arrivé aussi au club. Oui, effectivement et Alors tu as joué justement, d'abord, et tu as joué ouais. d'a avec, Roger Lemaire en défense centrale au départ. Oui, oui, oui. Et alors comment tu Quel est décrirais Roger Lemaire? Parce qu'on a cette image de lui, de quelqu'un, sûrement, je suis sûr, qui est un peu inverse à la réalité, mais on a l'impression de quelqu'un un peu bourru comme ça, qui communique pas trop. Comment tu le décrirais, toi, alors, cet ancien sélectionneur des Bleus? c'est drôle parce que ce que tu dis là, mais c'est tout le contraire.
C'est tout le contraire dans la vie. C'est incroyable. C'était sur le terrain. Bon, il avait un style très particulier, très 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 particulier. C'était une forte personnalité, mais d'une gentillesse incroyable. Et puis bon, il a fait une belle carrière quand même. Il était Oui. international. C'est quand même pas rien, quoi. Et chez nous, il a pas fait un passage, je dirais énorme. Je crois que de mémoire, il a dû faire 2 saisons. Oui, Pas 2 saisons. Hein, c'est ça, pas plus que ça. Et bon, il faisait des matchs corrects, mais c'était pas transcendant, quoi. Il n'a pas laissé une empreinte indélébile au club, Roger. Dans les 2 premières années, qui est celui qui t'impressionne le plus? Le joueur du FC Nantes, Bon, bah, Henri, évidemment. Il y a pas photo, hein. D'accord. Henri Michel, bah, bien sûr, bien sûr. Il avait une technique qui était même hors norme, hors norme, franchement. En plus, après, quand on apprend l'homme et qu'on commence à bien le connaître, après, bah, c'est exceptionnel, quoi, parce que c'est un super camarade, un super joueur, super capitaine. Il montrait l'exemple pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Donc, on ne peut être qu'admiratif, quoi, par rapport à un personnage pareil. C'était aussi un petit peu le représentant des joueurs auprès des dirigeants. Bah, oui, c'est vrai, mais bon, il a pas dû avoir souvent l'occasion d'aller parler avec les dirigeants de quoi que ce soit concernant des joueurs, hein. Je crois pas, hein. Non, mais je À veux dire moins en termes de négociation des primes et trucs comme ça, c'était un peu lui ah le. oui, oui, oh, enfin bon, ça c'était collectif, ça, hein. Bon, il y avait Henri était présent évidemment, bon, il avait son mot à dire aussi, mais c'était très collectif, hein, de toute façon, hein. Donc, au bout de 3 saisons, tu es champion de France pour la première fois. Ouais. Est-ce que tu te souviens de cette saison? Oh là là, c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. 73, tu te rends compte, c'est loin. Je me souviens un tout petit peu, on a été très, 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 très régulier toute la saison. On n'était pas forcément exceptionnel comme on l'a été quelques saisons plus tard avec la nouvelle génération, mais on était quand même très, très régulier et puis on enchaînait des résultats puis ça additionnait des points et puis on terminait champion. Alors on terminait pas champion avec 15 points d'avance, hein. Loin de là, hein. Ah oui, c'était un championnat qui était très compétitif à l'époque, avec quasiment tous les joueurs français, enfin même pas quasiment, avec tous les joueurs français à l'exception vraiment peut-être d'un Didier Six ou d'un Gilbert Grèce qui Ouais. jouait, ou d'un Berdol peut-être, qui jouait à l'étranger. Mmh. Et Ouais, c'est exactement alors, ça. t'es dans une équipe qui cartonne, qui joue les premiers rôles, qui est championne de France. Tu es quasiment titulaire à tous les matchs. Vous jouez aussi la Coupe d'Europe. Et pourtant, tu n'es pas appelé en équipe de France avant 76. Alors, je ne sais pas s'ils te présélectionnent, mais Kovacs ou Boulogne ne font jamais appel à toi. Comment tu Non, l'expliques bah, ça? alors ça me donne l'occasion d'exprimer quelque chose. Kovacs, si tu veux, ne m'a jamais sélectionné alors que j'estimais franchement, hein, franchement que j'étais au moins d'égale valeur, quand Michel Hidalgo m'a sélectionné et Kovacs ne l'a Mmh. jamais fait. Alors, Mmh. attendez, il faut quand même se souvenir qu'il y avait quand même en défense centrale, il y avait quand même Marius Trésor, il y avait Jean-Pierre Adam. Donc il y avait aussi du beau monde en défense centrale, hein. Et donc, bah, il a dû estimer à l'époque que je méritais pas la sélection et Michel Hidalgo, quelques mois plus tard, lui, a estimé le contraire. Et tu étais frustré ou pas? Oui, oui, très. Quand la sélection était annoncée et que je n'étais pas pris, franchement, j'étais très déçu. Très, très déçu parce que j'estimais que, voilà, je faisais des super matchs, et que je méritais la sélection. Bon, après c'était très personnel, hein, évidemment, hein. Alors j'étais peut-être pas suffisamment objectif, mais en tout cas, je voyais les choses comme ça, quoi. Il y avait d'autres Nantais qui étaient sélectionnés, genre Henri Michel, et vous en discutiez et qu'est-ce qu'il disait Henri sur le sujet? Non, on parlait jamais de ça. Jamais, jamais. C'était des sujets très personnels et donc on n'en parlait pas. Jamais, jamais. Et jamais sur le devant de la scène. Jamais. Les D'accord. sélections, c'est quelquefois assez arbitraire aussi, hein, quelquefois. Et donc, quand Hidalgo est nommé, toi, tu penses que la donne va changer? Oui, 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 bien sûr, bien sûr, parce que à ce moment-là, je pense que c'était la période où j'étais peut-être le meilleur à ce poste-là, et je dominais vraiment bien mon sujet. Enfin, j'estimais bien dominer mon sujet,
Et donc, quand il a pris la sélection, j'ai tout de suite pensé qu'il pouvait me sélectionner, ce qui a été le cas. Et donc, il y a ce match un peu mythique contre la Tchécoslovaquie parce que c'est Ouais. vraiment il lance plein de nouveaux joueurs, bon, certains jeunes, certains moins jeunes, mais en tout cas, il lance vraiment toute une nouvelle génération et pas mal de Nantais à ce moment-là. Ouais. Et Platini. Et Platini, exactement. Ouais. Didier Six, Platini, toi, Bossis. Comment t'apprends que tu es sélectionné? Par le club. C'est D'accord. Budzinski. Budzinski qui nous. Alors, puis après, le lendemain, c'était dans la presse aussi, hein, parce que on était quand même pas à l'âge on n'était pas à l'âge de pierre. Hein. Il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas de portable encore, mais bon, il y avait un peu de communication quand même. Tu te retrouves avec Bertrand Demann, Bossis, d'après mes informations, hein, en tout cas, il est sur la feuille de match. Henri Michel, Rampillon, Patrice Riot. Donc, il y a quand même un gros noyau nantais. Le Il club y avait, fête un petit peu ça. il n'y a pas eu Amis aussi? Ah, mais non, c'est pas la même période. C'est pas Non, la pas même encore. période. Il est pas Non, non, encore, non, non, encore. non. Autant pour Comment moi. est-ce que le club fête un petit peu ces 5 sélectionnés ou pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, les noms sont annoncés pour la sélection. Puis voilà, c'est tout, c'est fini, ça s'arrête là. Hein. Il n'y a rien de plus. Hein. Le club ne faisait jamais rien. Si, par contre, le club faisait quelque chose. C'est qu'il nous rapatriait après les matchs. Oui, oui. Rapide. D'accord, c'était plutôt plus à leur avantage que le Bah, vôtre, d'accord. il y avait le plus souvent un match 3 jours plus tard. Donc, il fallait rentrer dardard et puis récupérer, quoi. Donc, le club faisait un effort financier là, pour rapatrier les joueurs au plus vite. Et donc, premier match de partout. Quels sont tes souvenirs de ce match? Contre la Tchécoslovaquie, tu parles là, hein? Ouais, Tchécoslovaquie. Mars 76. Ouais, ouais. Le déroulé du match, à vrai dire, je me souviens pas trop qui ouvre le score, si c'est nous, si c'est la La Tchécoslovaquie. France mène 2-0. Donc, c'est un match amical, hein. La France mène Ouais, 2-0 et vous vous faites rejoindre, but de ouais, Solaire, ensuite but de Platini et vous vous faites rejoindre dans les 12 dernières minutes. ouais, tu Et vois, c'est des souvenirs assez lointains et qui m'échappent un petit peu là. d'accord. Franchement, Donc, c'est pas un souvenir impérissable, on va dire. C'est une non. première Bah, section. c'est la première, bah si. Ah si. En tant que première, oui, bien sûr. Mais le match en lui-même, je dis pas que j'ai des absences, mais pas loin. D'accord. Et quand tu arrives aux entraînements, tout ça, donc bon, Platini, tu l'as déjà joué puisque vous avez déjà joué contre Nancy. Est-ce que Platini ou est-ce que d'autres joueurs te font forte impression lors des entraînements? Alors, tu cites Platini. Alors, en équipe, quand on se retrouve dans le stage de Mais l'équipe nationale, l'ambiance est super parce que moi, Michel Platini, on avait eu un contact, c'est qu'à de dire, un double contact hein, entre Nantes et Nancy. On va jouer à Nancy, et Michel est à Nancy à ce moment-là, et il y a une action de jeu, un ballon aérien. On joue tous les deux le ballon de la tête, et on se fracasse la tête tous les deux. Et D'accord. on est ouverts tous les deux, ah, la sur bonne. Ouais. au cuir chevelu, et tous les deux, on est recousus dans le vestiaire de Nancy. Et puis bon, puis à partir de là, si tu veux, ça a créé Le petit frère de sang. oui, pas Voldemort. oui, Voldemort et Harry Potter. ouais, on a ça a pas lié, c'est pas un lien d'amitié, c'est pas vrai, ça serait trop, mais ça a créé quelque chose. Et puis après, quand on s'est retrouvés en équipe, dans le stage de l'équipe nationale, c'était très sympa, on se parlait très très facilement, très agréablement, avec tout le monde d'ailleurs. Hein, il n'y avait pas qu'avec Michel. Hein. Non, Ouais. non, mais on était jeunes, on était des jeunes, comme on dit maintenant, les jeunes. Et, et donc, l'ambiance était vraiment extra aussi. Mais c'est Michel Hidalgo aussi qui a su la créer. Tu dis que tu étais un Jones. Ouais. Tu es quand même un des plus vieux de l'équipe. Oui, Donc, tu es tout jeune parce qu'effectivement, tu viens ouais, d'arriver. Enfin, les autres, toi, tu as 27 ans quand tu démarres l'équipe de France. ouais, Tu as ouais, avec toi Domenech à 24 ans. Tu as Bertrand Demann qui en a 23. Tu as ouais, Marius Trésor qui a 26 ans, bon, qui est juste un tout petit peu plus jeune que toi. Tu as Max Bossis qui a 20 ans. Et il y a juste ouais. Henri Michel qui est un peu plus vieux que toi et Robert Pintena. Mais grosso modo, bon, tu es quand même un peu plus âgé que les autres, même si tu démarres ta carrière en Bah, c'était le seul qui se rasait, hein. Ouais, Ouais. ouais, non, mais c'est pour ça tout à l'heure je vous ai expliqué que je suis arrivé tard en sélection, Ouais. mon grand regret d'ailleurs.
Mais malheureusement, je suis arrivé à 26-27 ans. Évidemment, pour faire envisager une carrière internationale d'envergure, c'est un peu Ouais. compliqué. Et justement, quand tu as t'as cette première sélection, tu, tu projettes déjà dans le futur sur la Coupe du Monde ou sur des grandes compétitions, ou tu prends juste le train ou au jour le jour, quoi? Non, 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 je projette quand même parce que 1 an plus tard, c'est le mondial en Argentine. Oui. Donc, évidemment que là, tu ne peux que penser à ça, hein. Espères la qualif d'abord, et puis ce qui s'est produit, et puis après la phase finale en Argentine. Donc, évidemment que ça, je m'étais projeté sur le mondial, oui, et c'est très évident. Tu deviens un homme de base à partir de ce moment-là. Clairement, ta première sélection s'est bien passée, Oui, puisque tu t'es rappelé systématiquement en équipe de France. Tu fais partie de la campagne de qualification pour le mondial 78. Ensuite, je crois que tu fais partie de la petite tournée, oui, de à la le tournée sud. sud-américaine. Ouais, ouais. Ouais. Raconte-nous un petit peu tes souvenirs de cette tournée qui paraît-il était assez festive. Bah, ouais, festive, pas tant que ça, non, pas j'ai pas eu cette impression. En tout cas, c'était une tournée extrêmement sympathique avec des matchs particulièrement intéressants parce que bon, on a quand même joué, le Brésil, on a joué, l'Argentine, hein, et donc c'était des matchs de très, très, très haut niveau évidemment, et là, tu venais pas en touriste, hein. Là, Ouais. tu prépares le mondial, justement. Hein, ces matchs-là, ils étaient faits pour préparer le mondial. Donc, il faut les prendre avec un sérieux absolument énorme. Et puis, ça fait partie, comme je le dis toujours, ça fait partie du job. Et le job nécessite beaucoup de sérieux, de toute façon. Pour Didier Six, ce match contre le Brésil au Maracana, c'est un de ses plus grands souvenirs. Il a eu quasiment une cinquantaine de sélections. Est-ce que pour toi aussi, c'est un grand souvenir, ce match? Ah oui, c'est un gros souvenir, ne serait-ce qu'à travers Marius Trésor, Qui marque qui, le but, ouais. ouais, qui met un but fabuleux, parce qu'on repart avec un résultat quand même. On fait 2-2, Ouais. hein, au Maracana, c'est quand même pas rien. En match de préparation, c'est plutôt intéressant, hein. Donc ça signifiait quand même qu'on avait une valeur qui n'était pas négligeable, même si on ne l'a pas démontré d'une manière absolue, à mon grand regret, mais ça, c'est un autre sujet. Donc moi, je reste sur des souvenirs extrêmement intéressants, sympathiques. L'ambiance était superbe. On a été 15 jours partis. On a fait une tournée dans de bonnes conditions, avec une super ambiance. C'était vraiment bien. Vraiment, vraiment, c'était bien organisé. C'était top. Au Brésil ou en Argentine, tu affrontes quand même des joueurs qui sont quand même relativement très bons au ballon. Toi, tu es défenseur central. Est-ce que tu Mhm. prépares ton particulièrement pour être un peu agressif ou pour les gérer, ou comment t'appréhendes un match contre le Brésil ou l'Argentine? Comme n'importe quel autre match. D'accord. Comme n'importe quel autre match. C'est un adversaire que j'ai à marquer, puisque mon poste, c'était stopper, hein, à l'époque. Donc, je prenais l'attaquant le plus en pointe, et j'essayais d'accomplir au mieux mon rôle de défenseur, c'est-à-dire à le priver de ballon, et éviter qu'il puisse marquer, quoi. Donc, ça, je m'appliquais à accomplir des matchs sérieux, et puis efficaces surtout, surtout Mm. efficaces. On est dans une époque quand même relativement rugueuse où les défenseurs centraux, les stoppers, les libéraux et même les milieux de terrain sont assez rugueux. Toi, tu imposais ton physique quand même assez vite. Est-ce que tu avais des techniques pour imposer ton physique? Est-ce que tu avais comment tu Technique de gérais? choc. Ouais. Est-ce que tu Ah, chopais comme c'était disait Pépette? C'était plus le physique, hein, Ouais. que la technique. Ah ouais, ouais. Ouais. Toujours pareil, hein, quand on joue contre des joueurs avec une forte réputation, il faut être agressif. Il faut être D'accord. agressif, il faut être fougueux, il faut se faire sentir immédiatement. Autrement, si on veut commencer à rivaliser, puis faire un comparatif sur le plan footballistique, là, on est mangé, hein. Et ça, c'était pas du tout dans ma philosophie, bien au contraire. Je savais quelque chose, et j'ai toujours appliqué ce que je savais faire, toujours. Et qui c'est qui te mettait la misère? Qui c'est que tu détestais affronter comme attaquant? Oh, bah, moi, ouais, à mes débuts, j'ai eu Delio Onis, Ouais, Oui. l'Argentin. bien sûr. Ah ouais,
qui était un super buteur, qui jouait à Reims, qui mettait but sur but. Et je sais plus, il a dû en mettre 25 ou 26 dans la saison, je crois. Ouais. Donc, c'est pas rien. Donc, je l'ai joué plusieurs fois dans la saison. Et puis, c'était pas simple de le, de le stopper, lui. Mais bon, c'est un petit peu frité aussi. Hein, ça fait partie du jeu. Hein. Il y a aussi l'aspect mental. Oui. Qui est très Intimidation. important. Ouais. Il faut d'abord faut se conditionner. Et ensuite, d'entrée, quand on joue un adversaire de qualité, même si on joue pas un adversaire de qualité, c'est pareil. Il faut se faire sentir immédiatement. Il faut être très présent et puis être agressif. Que l'adversaire ait peur. D'accord. Ouais. Alors Ait peur. justement, comment tu faisais? Est-ce que tu mettais des masques dans les vestiaires? Est-ce que Non. tu non. Est-ce que tu faisais ta première intervention était un peu, tu chopais un peu le mec? Comment ça se passait? Alors Jeannot Lopez nous disait qu'il y avait des techniques de chope pour pas se faire attraper. Est-ce que toi, Ouais. tu avais ta propre stratégie? Oui, c'était dès le premier contact de me faire sentir tout de suite. D'accord. Tout de suite. Tout de suite. De faire sentir à l'adversaire que je faisais 82 kilos, que je faisais 1m82, que j'étais un stopper et qu'il allait passer une mauvaise soirée. Voilà, c'est tout. Ouais, ok. Tous les matchs se Ouais. résumaient à ça. C'était pas uniquement les matchs contre des joueurs en particulier. Ouais, Tu faisais. Mais est-ce que ça commençait aussi dans les dans le vestiaires ou couloir. Non, dans le Ouais, dans le couloir? couloir. non, jamais, jamais. Jamais. Ça, c'est jamais arrivé. Non, non, non. Je faisais de l'intimidation, mais sur le terrain, Ouais. pas dans les couloirs. Non, certainement pas. Non, non. Non, parce qu'on m'a raconté ce week-end une anecdote comme quoi Domenech aurait dit à un joueur qui venait de débuter, c'est en couloir avant le match ou peut-être sur le terrain, je sais plus, il dit ah tiens c'est ton premier match et donc l'attaquant adverse qui avec un grand sourire naïf fait ouais c'est mon premier match et Domenech qui lui répond en le regardant en disant bon bah je vais faire en sorte que ce soit le dernier. Donc est-ce Ouais. que toi est-ce que Non, mais le football, ça ne joue pas par la parole. Hein. Ça se joue avec non je sais bien. Bah Mais oui. c'est vrai que Oui. ça nous fascine un peu le côté intimidation psychologique comme Non, ça. mais évidemment qu'il y a de la provocation. C'est évident. L'intimidation, moi, j'en faisais, mais j'en faisais par le geste, par le jeu. Je me faisais respecter. Voilà, c'était ça mon premier souci, c'était de me faire respecter. Et que l'adversaire, c'est un duel. Quand Mmh. on joue, quand le match démarre, c'est un duel. Vous avez un D'accord. adversaire direct, c'est un duel. Et si vous ne gagnez pas ce duel, c'est lui qui va le gagner inévitablement. Et là, c'est fini, vous êtes battu. Vous perdez là. Et Mmh. ça, je ne le concevais pas comme ça. Mais alors, pas du tout. D'accord. Et est-ce que rétrospectivement, dans certains matchs ou pour certains joueurs, tu as été trop rude et que tu t'en veux rétrospectivement? Oui, oui, bien sûr on ne peut avoir que des regrets sur certaines actions. On est allé un peu loin ou le tac qui se termine plus sur la cheville que sur le ballon, des choses comme ça. Évidemment que ça, c'était dégueulasse. C'est pas fait volontairement. On est d'accord. Moi, je regarde beaucoup de matchs en ce moment à la télévision Oui. et notamment le championnat anglais. Quand je vois le nombre de fois où maintenant les joueurs se roulent de douleur à juste titre parce qu'on leur marche sur le pied, où Oui. le adversaire arrive trop tard, le ballon est parti, le pied termine sur la cheville. Mais je n'ai jamais vu autant de fois ce geste-là que depuis 2-3 saisons. Ouais. Avant, ça n'existe pas, ça. Donc, Ouais. je m'explique pas pourquoi d'ailleurs. J'arrive pas à comprendre. Ça se répète autant de fois depuis quelques saisons. Mmh. C'est qu'il y a quelque chose qui a changé. Est-ce que D'accord. c'est dans les mentalités? Là, je suis. Mais ton point, Mais Patrice, c'est tu trouves que les défenseurs sont plus rugueux ou c'est que les attaquants sont plus des comédiens? Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, les joueurs deviennent de plus en plus comédiens. De Ouais, plus c'est en ça. plus. ouais. Ça, Ah, je parce le que regrette. Michel défend les attaquants, mais je suis d'accord avec toi, Patrice. C'est Ouais. vraiment, c'est plutôt Moi, les j'aime le beau jeu, hein. Mais j'apprécie aussi un bon gros tacle, bien sûr. ouais. En tant Oui, qu'ancien bourrin en tant qu'ancien libéraux où moi j'étais très bourrin, hein, j'avais zéro technique. Donc j'apprécie quand même, j'apprécie les deux. oui, oui, bien sûr, mais ça n'empêche pas que pour autant, tu dois pas blesser l'adversaire, quoi. Ouais, d'accord. Moi, j'étais un joueur extrêmement viril et rigoureux. Mmh. Euh,
On m'a toujours reproché ce côté-là. Mais D'accord. je peux dire, et ça c'est pas vérifiable malheureusement, mais je n'ai jamais blessé quelqu'un qui est sorti du terrain. Jamais. C'est la fin de ce premier épisode avec Patrice Riot. On se retrouve la semaine prochaine pour un fantastique deuxième épisode qui va parler de la Coupe du Monde 78, bien entendu. Cette aventure un peu foutraque de l'équipe de France qui aura fait une belle compétition malgré son élimination au premier tour. On parlera ensuite évidemment de la suite de la carrière de Patrice avec ses très beaux souvenirs chez les Canaries. Je vous rappelle que vous pouvez prolonger l'expérience podcast des légendes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Facebook, YouTube ou sur Twitter. Notre site web comporte tous nos épisodes depuis nos débuts, mais aussi des articles que l'on vous recommande, des articles de foot fiction ou des articles qui vous feront redécouvrir certains épisodes, certains joueurs ou même encore des compétitions jouées par l'équipe de France. www.lepodcastdeslégendes.com. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.